Si se poser sur la Lune fut un bond de géant pour l'humanité, le second est sans nul doute matérialisé par les exploits de sondes qui ont réussi à se poser encore plus loin dans notre système solaire. Aujourd'hui, nous accompagnons la sonde Rosetta et son atterrisseur Philae dans leur grand voyage vers une comète. Nous sommes en 1983. L'Agence spatiale européenne est très mal engagée financièrement. Les coûts de développement du programme Ariane ou encore les retards dans les projets ambitieux comme Hubble torpillent littéralement le budget. Ces dirigeants se rendent vite compte que si l'agence veut continuer à réaliser des missions scientifiques remarquables, il lui faut une ligne de conduite calculée sur le long terme. Le spatial est un milieu où chaque projet met des années, et même souvent des décennies, à passer du concept à la réalité. Il faut donc que la politique budgétaire de l'agence se calque sur ce rythme, et c'est ce qui va mener à l'élaboration du programme Horizon 2000. L'agence fait appel à la communauté scientifique. Chacun peut soumettre un projet scientifique spatial et suite à cet appel, un comité spécial sera chargé de concevoir une sélection de missions qui seront déroulées de l'année 1985 à 2004. Ces missions seront évidemment choisies pour leur intérêt scientifique, mais aussi vis-à-vis du budget qu'elles demandent. Au total, 68 projets sont soumis, dont 33 en astronomie et 35 dans l'exploration du système solaire. On classe ensuite ces projets selon le dit budget. Les missions les plus coûteuses, appelées pierres angulaires, les missions un peu moins coûteuses, les moyennes, et les petites, peu coûteuses. Chaque champ d'application, astronomie et exploration du système solaire, auront 2 missions pierres angulaires. Du côté de l'astronomie, c'est XMM, un télescope spatial à rayons X, et FIRST, renommé plus tard Herschel, un télescope spatial infrarouge, qui sont choisis. Pour l'exploration du système solaire, on désigne SOHO Cluster, ensemble destiné à étudier le Soleil et ses interactions avec la Terre, et une mission de retour d'échantillons depuis une comète. Il faut dire qu'en 1985 et 1986, avec le lancement massif de sondes internationales vers la comète de Halley, la communauté scientifique est très enthousiaste à l'idée d'aller plus loin que de simples survols de comètes. Cette dernière pierre angulaire d'Horizon 2000 est cependant vite mise de côté, tout comme FIRST, leur budget dépassant celui accordé finalement par les États membres. La solution pour le réaliser serait d'effectuer une mission conjointe avec une autre agence, comme la NASA. Pendant ce temps, les autres missions moyennes et petites d'Horizon 2000 sont sélectionnées, et l'Europe semble tenir le bon cap. À peu près au même moment que l'élaboration d'Horizon 2000, la NASA travaille justement sur un programme d'exploration cométaire. Nommé CRAF, pour Comet Rendezvous Asteroid Flyby, il prévoit, comme son nom l'indique, de mettre en orbite une sonde autour de la comète KOPF et d'y larguer un pénétrateur qui permettra d'étudier son noyau. Le projet est approuvé par le Congrès américain aux côtés de SOTP, Saturn Orbiter Titan Probe, qui vise à lancer une sonde autour de Saturne et poser un atterrisseur sur Titan. Les 2 missions sont conçues avec une vision d'économie financière, se basant techniquement sur les sondes Mariner Mark II. Mais plus les années passent, plus CRAF semble compromise. SOTP, qui sera renommé plus tard Cassini, avance bien mieux de son côté. L'Agence spatiale européenne se charge de son atterrisseur pour Titan, Huygens, un projet classé moyen pour Horizon 2000. Les Européens et les Américains se rejoignent aussi en mêlant CRAF au projet de l'atterrisseur cométaire européen, et cette mission prend désormais le nom de CNSR pour Comet Nucleus Sample Return. Acté en 1987, un nom plus grand public lui est finalement donné. Rosetta. Nous sommes en 1799. Napoléon Bonaparte explore l'Égypte et combat les Ottomans. Ses troupes s'établissent dans un fort datant du XVe siècle près de la ville de Rosette. Renommé Fort Julien,
Il subit alors une vraie campagne de rénovation pour renforcer ses capacités défensives. C'est là qu'une des pierres de fondation attire l'œil des Français. Sur cette pierre sont gravés 3 textes, dans 3 langues, en grec, en égyptien hiéroglyphique et en égyptien démotique. Cette découverte semble avoir une valeur scientifique potentiellement énorme. Déplacée au Caire, elle reçoit un intérêt tout particulier de la communauté scientifique, mais ne livre pas encore ses secrets. La reconquête de la région par les Anglais va en revanche tout chambouler. Au cours de nombreuses négociations et malgré une résistance forte des Français, les Anglais parviennent à récupérer la pierre de Rosette et de nombreux autres artefacts qu'ils ramènent au British Museum de Londres. Même si les Français, et à terme tous les savants européens, obtiennent des copies et retranscriptions des textes de la pierre, son déchiffrement est laborieux. Il apparaît très vite que les 3 textes sont exactement les mêmes dans 3 langues différentes et représentent donc une opportunité unique d'utiliser le grec ancien, encore connu à l'époque, pour déchiffrer et redécouvrir les écritures égyptiennes démotiques et hiéroglyphiques depuis longtemps perdues. Pendant plus de 20 ans, nombre de savants vont se casser la tête sur ce qui représenterait une avancée colossale dans la compréhension de l'Égypte antique. Finalement, des savants comme Eckersblad et Champollion vont révéler ces mystères. La pierre de Rosette sera la base de la compréhension des textes égyptiens antiques, qui ouvrira plus tard un trésor de connaissances. La sonde européenne est donc baptisée Rosetta, dans l'espoir qu'elle réussira, elle aussi, à révéler les mystères des comètes et de nos origines. En 1992, le Congrès américain renonce à financer CRAF, laissant l'Agence spatiale européenne seule sur le projet Rosetta. L'ESA n'abandonne pas le projet pour autant et décide de le mener à bien tout de même, mais sans retour d'échantillons. C'est donc le moment de créer le plan de vol. Tout d'abord, la sélection de la cible. Afin d'emporter un maximum d'instruments et conserver de l'énergie, il faut sélectionner une comète se trouvant sur une orbite assez basse dans le système solaire. De cette façon, la sonde n'aura pas besoin d'énormément d'énergie pour s'y rendre, mais également pour se mettre à sa vitesse, la comète étant plus lente sur son orbite qu'une comète venant de la partie externe du système solaire. Ensuite, à nouveau pour conserver de l'énergie au lancement, il va falloir utiliser l'assistance gravitationnelle de plusieurs planètes. Cette technique consiste à passer à proximité d'une planète pour accélérer la sonde. Cela change également sa trajectoire, il faut donc faire de savants calculs afin que l'accélération et le changement de trajectoire envoient la sonde vers sa cible. Cette technique a été imaginée au début du XXe siècle et a été utilisée avec brio par les sondes Voyager qui, grâce à l'assistance gravitationnelle, ont pu se rendre d'une planète à l'autre avec une quantité de carburant absolument infime. Rosetta passera donc par plusieurs planètes au fil des années, rejoindra la comète à son aphélie, son point le plus haut mais aussi le plus lent sur son orbite, et l'accompagnera tout au long de sa lente descente vers le Soleil. Mais d'autres problèmes se posent. Au-delà de Jupiter, les panneaux solaires sont très peu efficaces en raison de la distance avec le Soleil. L'Europe n'a pas non plus les moyens de concevoir des RTG, ces générateurs à isotopes capables de fournir une énergie électrique pendant plusieurs années. Il faudra donc placer la sonde en hibernation pendant plusieurs mois afin de conserver l'énergie à bord, avant d'ensuite la réactiver à l'approche de la comète. Autant dire que sur le plan technique, Rosetta est une mission qui s'annonce ambitieuse et remplie de défis. L'Agence spatiale européenne, en 1993, fait un appel à projets auprès de la communauté scientifique. L'objectif est de sélectionner 11 instruments qui seront installés sur Rosetta. 2 atterrisseurs se joignent également au projet, Champollion, projet franco-américain, et Roland, projet allemand. Là où Champollion tient son nom du français ayant déchiffré la pierre de Rosette, Roland est tout simplement la contraction de Rosetta Lander. La sonde Rosetta, d'une masse de près de 3 tonnes,
est équipé d'une paire de panneaux solaires qui, une fois déployés, lui donnent une envergure de 32 mètres. À bord, les instruments en font un vrai laboratoire orbitant la comète. Osiris, imageur allemand, va pouvoir produire des images à haute résolution, que ce soit dans le spectre du visible, de l'infrarouge et de l'ultraviolet. Ces deux caméras pourront réaliser des photos stéréoscopiques, donc en 3D, de la comète. Les instruments américains Miro et Alice, et l'italien Virtis feront des études spectroscopiques de la comète, de son noyau à sa queue, afin d'étudier leur composition et leur température, que ce soit dans le spectre de l'ultraviolet, du visible, de l'infrarouge ou des micro-ondes. Le Suisse Rosina analysera les gaz nobles et ionisés de la comète, tandis que l'Allemand Cosima s'occupera d'analyser les grains de poussière de la comète à la recherche d'éventuelles traces organiques. En dehors de tous ces instruments, principalement dédiés à l'imagerie et la spectroscopie, Rosetta embarque des outils dédiés aux poussières de la comète. L'Autrichien Midas et l'Italien Giada vont mesurer la taille, la forme et le nombre de particules de poussière éjectées. Enfin, un trio d'instruments sont dédiés à l'étude du noyau de la comète, sa masse, sa densité, sa gravité et sa structure interne. Il s'agit de CONCERT, conçu par les Français, RSI, venant d'Allemagne, et RPC, conçu par plusieurs scientifiques européens et américains. Évidemment, avant d'étudier la comète, il faudra l'atteindre et communiquer les données vers la Terre. Rosetta est donc équipée d'un viseur d'étoiles qui permet à la sonde de se repérer précisément dans l'espace en observant le ciel. Pour effectuer de petites corrections de trajectoire et d'attitude, elle embarque 24 petits propulseurs et 4 roues de réaction pour la stabilité. Une caméra de navigation à faible résolution permet également de se diriger, et enfin, pour recevoir des commandes et envoyer les données à la Terre, Rosetta est équipée de 2 antennes à faible gain, d'une antenne à gain moyen, et surtout d'une immense antenne à haut gain de plus de 2 mètres de diamètre. En 1996, la NASA abandonne à nouveau l'Agence spatiale européenne sur le projet. Champollion est annulé, ce qui pose plusieurs problèmes, le plus important étant la masse manquante. Rosetta ayant sélectionné ses instruments, tout est calculé pour qu'elle supporte également la masse de 2 atterrisseurs et non d'un seul. Pour combler ce manque de masse, le CNES installe des instruments prévus pour Champollion sur Roland, qui devient un vrai concentré de science pour seulement 100 kg. D'une taille quasi parfaite d'1 mètre cube, il est doté de 3 pieds d'atterrissage capables de s'arrimer au terrain de la comète et de panneaux solaires sur la presque totalité de ses faces. Pour s'assurer de ne pas rebondir et repartir dans l'espace à cause de l'infime gravité de la comète, l'atterrisseur comporte un propulseur pour le plaquer au sol, ainsi que 2 harpons qui vont s'y planter fermement. 10 instruments sont sélectionnés pour l'étude de la comète, de la séparation d'avec Rosetta jusqu'aux activités au sol. Rollis, caméra allemande, photographiera directement sous l'atterrisseur pour documenter la descente, tandis que l'ensemble de caméras françaises SIVA prendra un ensemble de la surface et étudiera sa composition. CONCERT, même instrument que sur Rosetta, sondera le noyau de la comète via les micro-ondes. Sésame, trio d'instruments allemands et finlandais, va réaliser des sondages acoustiques et électriques de la structure interne de la comète, et ROMAP, germano-hongrois, explorera le champ magnétique et l'interaction des vents solaires avec la comète. APXS et MUPUS, tous deux allemands, vont toucher la surface afin d'en étudier sa composition. Mais l'instrument le plus impressionnant est peut-être SD2, conçu en Italie, qui va forer à 20 cm sous la surface et récupérer des échantillons du sol. Ils seront ensuite remontés à bord de l'atterrisseur et analysés par les instruments britanniques Ptolémée et allemands Cosaque. Encore une fois, cette mission extrêmement ambitieuse, si elle réussit, promet d'explorer les secrets des comètes comme jamais auparavant. Et l'atterrisseur, nommé jusque-là Roland, va hériter d'un nom bien plus symbolique et à la hauteur de l'importance de sa mission.
En Égypte, il existe une petite île près d'Assouan, nommée Philae. Sur ce petit morceau de terre, entouré par le Nil, se trouve le temple d'Isis. Dans ce temps, un obélisque présente des inscriptions en hiéroglyphes égyptiens ainsi qu'en grec. En 1822, Champollion, recevant une copie des inscriptions de l'obélisque, cède de ses travaux sur la pierre de Rosette pour valider la traduction des hiéroglyphes. Il publie, grâce à cela, un alphabet phonétique des hiéroglyphes égyptiens qui va définitivement débloquer l'Égypte antique aux historiens et scientifiques. L'obélisque de Philae et la pierre de Rosette deviennent donc les deux clés de déchiffrement de la langue hiéroglyphique égyptienne. Plus tard, l'obélisque, racheté par un Britannique, sera déplacé en Angleterre où il repose encore aujourd'hui. Le temple d'Isis, dont il est originaire, sera déplacé de l'île de Philae à l'île voisine d'Agilkia dans les années 70, l'île originale étant menacée par la montée des eaux suite à la construction d'un barrage. Quoi qu'il en soit, pour révéler les mystères des comètes, Rosetta sera donc accompagné de son atterrisseur, Philae. Plus de 50 entreprises travaillent sur le projet dans 14 pays européens et aux États-Unis. Le tout est supervisé par Airbus Defence and Space. Au total, le coût de la mission Rosetta Philae est estimé à 1,5 milliard d'euros, soit 20 centimes par an et par Français. L'objectif de la mission est la comète 46P Virtanen. Découverte en 1948 par l'astronome américain qui lui donnera son nom, sa trajectoire est parfaite et un rendez-vous est possible au premier trimestre 2003. Rosetta sera lancée par l'Ariane 5 ECA, toute nouvelle version de la fusée européenne. Son vol inaugural va d'ailleurs avoir lieu avant celui de la sonde, le 11 décembre 2002. Les paramètres et la trajectoire n'étant pas nominaux, le lancement est un échec. Le temps de l'enquête, le lancement de Rosetta Philae est donc retardé et, un temps, on évoque même la possibilité de lancer la sonde à bord d'une fusée russe. Finalement, la fenêtre de lancement pour 46P Virtanen se referme. Une nouvelle cible est alors désignée, la comète 67P Churyumov-Gerasimenko, avec une fenêtre de lancement en début 2004. Nous sommes le 20 septembre 1969 à l'observatoire d'Alma-Ata, ancien nom d'Almaty, au Kazakhstan. Klim Churyumov et Svetlana Gerasimenko, deux jeunes étudiants de l'université de Kiev, sont en mission d'observation astronomique dans le but de découvrir des comètes et d'étudier 32P Comas Sola. À l'aide de séries de photographies, ils peuvent observer tout objet ayant un mouvement différent des étoiles. Ils ramènent les clichés à Kiev pour les étudier et le 22 octobre 1969, Klim Churyumov aperçoit un point se déplaçant plus rapidement que les autres. C'est officiel, ils viennent de découvrir une nouvelle comète. Nommée 67P Churyumov-Gerasimenko, elle évolue entre l'orbite de la Terre et celle de Jupiter et quasiment sur le plan des planètes. C'est donc une visiteuse régulière de notre voisinage avec un éloignement du Soleil limité, ce qui représente un avantage non négligeable en termes d'énergie pour une éventuelle sonde spatiale. Après de savants calculs, les scientifiques concluent que la comète a été placée sur cette orbite sous l'influence de Jupiter, leur dernière rencontre remontant à 1959. Depuis, son orbite est stable et ne devrait plus être modifiée avant l'année 2220. Comme pour Virtanen, la trajectoire de Rosetta pour se rendre sur Churyumov-Gerasimenko promet des rencontres intéressantes en chemin avec les astéroïdes Steins et Lutetia dans la ceinture d'astéroïdes principale. En route pour la comète, la sonde repassera par la Terre plusieurs fois, mais aussi proche de Mars, afin de l'accélérer progressivement et la catapulter vers 67P. En tout, le voyage de Rosetta devrait durer 10 ans. En février 2004, la sonde et son atterrisseur sont placés au sommet de l'Ariane 5 G+, avec un lancement prévu le 26 février. Malheureusement, ce jour-là, les vents à haute altitude sont trop forts et un report de 24 heures est ordonné.
Le lendemain, un autre problème touche cette fois la fusée elle-même et oblige à une inspection approfondie. Mais finalement, le 2 mars, l'Ariane 5 s'élance de Kourou sous les yeux de Klim Churyumov et Svetlana Gerasimenko, présents en Guyane. La puissance de la fusée européenne catapulte littéralement la sonde sur une orbite terrestre excentrique. 2 heures plus tard, l'étage supérieur de l'Ariane 5 s'allume et termine le travail. La vitesse obtenue va permettre à la sonde de quitter la traction terrestre et se mettre sur la bonne trajectoire pour les prochains rendez-vous et survols. Rosetta, une fois libérée, effectue plusieurs tests de communication et d'envoi de données au centre de contrôle de l'ESA à Darmstadt, en Allemagne. Rosetta et Philae se portent bien et la trajectoire est absolument parfaite. Jusqu'à fin avril, tous les instruments et tous les systèmes vont être testés de fond en comble et à part quelques défauts mineurs et vite résolus, tout va bien à bord. Les ingénieurs, en revanche, ne peuvent pas vraiment souffler pour autant. La sonde et son atterrisseur ont résisté aux forces du lancement, mais vont devoir tenir face aux conditions extrêmes de l'espace pendant encore 10 ans avant d'atteindre la comète. Il faudra également réussir toutes les corrections de trajectoire et les survols sans quoi Rosetta n'arrivera jamais à destination. L'année 2004 ne représente donc que le début d'un long et périlleux périple, une aventure qui sera néanmoins remplie de succès. À la mi-mai 2004, Rosetta allume ses propulseurs et réalise une série de longues poussées. Le but est d'affiner sa trajectoire. Pour le faire précisément, la sonde utilise des viseurs d'étoiles. Ces dispositifs analysent le ciel et, en reconnaissant les étoiles, permet de déduire dans quelle direction elles pointent. Cette technologie, totalement automatique, semble primitive mais se révèle d'une extrême précision. La navigation aux étoiles, inventée il y a des siècles, reste aujourd'hui la meilleure manière pour les sondes interplanétaires de se diriger. La sonde en profite également pour tester son appareil photo à haute résolution, OSIRIS, en photographiant la comète C7 2002-T7 linéaire à une distance de 95 millions de kilomètres. Cette observation permet d'étudier la comète de l'ultraviolet au micro-ondes et confirme la présence d'eau dans ses éjectats. Alice, Miro et Virtis participent également à ces mesures scientifiques. Quelques jours plus tard, Rosetta et Philae sont considérés en parfaite santé pour la suite du programme. La sonde entre dans sa phase de croisière. Sa première rencontre avec un astre est son survol de la Terre le 4 mars 2005. Elle passe, au plus près, à seulement 1954 km d'altitude, ce qui l'accélère et modifie sa trajectoire sans utilisation de carburant. Ces caméras enregistrent des photos de notre planète, mais également de la Lune, avant de s'éloigner à nouveau. Mais quelques mois plus tard, elle pointe ses instruments vers la comète Tempel 1. Le but est d'observer à 80 millions de kilomètres de l'objet l'impact de la sonde américaine Deep Impact. Cette collision, volontaire, permet d'étudier la composition de la comète en lui arrachant de la matière. Rosetta, bien que très loin, observe l'impact le 18 juillet 2005 et enregistre, grâce à la spectroscopie, que l'événement a généré la libération de 4600 tonnes d'eau. La sonde européenne, qui n'a réalisé que 10% de son voyage vers 67P, a déjà produit énormément de science et beaucoup d'autres belles rencontres sont à venir. Deux ans ont passé depuis le dernier passage de Rosetta à proximité d'une planète. L'accélération et la modification de la trajectoire générée par le survol de la Terre a catapulté la sonde vers Mars, comme prévu. Le 25 février 2007, Rosetta survole Mars à seulement 250 km de sa surface. La caméra SIVA de Philae
est activée pour l'occasion. Lors de ce survol, la sonde passe derrière la planète pendant 24 minutes et la communication est rompue. En réapparaissant, elle envoie les données de survol aux Européens. L'accélération et la trajectoire sont parfaites et, petit bonus, Philae a photographié la planète avec au premier plan un des gigantesques panneaux solaires de Rosetta. Mars affiche son hémisphère nord alors que la sonde le survolait à 1000 km d'altitude. Ce sera la première et dernière fois que Rosetta visitera Mars, mais la route est encore longue. Pour s'accélérer à nouveau, elle repasse le 14 novembre 2007 à proximité de la Terre. Cette fois, elle frôle notre planète à 5295 km. Ce nouveau catapultage envoie Rosetta dans la ceinture principale d'astéroïdes. Cette zone du système solaire pourrait être considérée comme les miettes de la création des planètes. Composée de centaines de milliers de morceaux de roches, allant de la poussière à plusieurs centaines de kilomètres de diamètre, cette ceinture n'est pas pour autant impossible à traverser. Malgré le nombre d'objets, la zone est extrêmement vaste, ce qui fait que chaque astéroïde est isolé des autres de plusieurs centaines de milliers de kilomètres. En s'aventurant dans la zone, et malgré le faible pourcentage d'astéroïdes connus, les ingénieurs ne sont pas vraiment inquiets. Les probabilités de collision avec un astéroïde sont très faibles, voire infimes, et il n'y aura donc pas de zigzag comme dans les films de science-fiction. En revanche, une rencontre est prévue depuis le départ. Les calculs mathématiques ont permis, lorsque la trajectoire a été déterminée avant même le lancement, de savoir que le 5 septembre 2008, la sonde passerait à environ 800 km de l'astéroïde 2867 Steins. À l'heure prévue, l'objet est photographié par la caméra Osiris. Découvert la même année que la comète 67P, ce petit caillou de 5 km d'envergure se révèle être en forme de diamant et regorge de cratères, dont un gigantesque baptisé Diamond, son diamètre faisant la moitié de la taille de l'astéroïde. Après un nouveau et dernier survol de la Terre en 2009, Rosetta va de nouveau visiter la ceinture principale et frôlera cette fois-ci un objet bien plus imposant. Le 10 juillet 2010, la sonde réalise un survol de 21 Lutetia. Même si Rosetta passe à plus de 3000 km de l'astéroïde, ce dernier est 25 fois plus gros que Steins, permettant des images bien plus impressionnantes. Découvert par Hermann Goldschmidt en 1852, l'objet tient son nom du lieu de sa découverte. L'astronome franco-allemand l'a observé pour la première fois depuis son balcon à Paris. Sa composition de silicates et de régolithes, ainsi que sa surface parsemée d'énormes cratères, ont fait émerger une théorie sur sa provenance. Selon les scientifiques, Lutetia aurait pris sa source dans le système solaire interne lors de sa formation, et en passant à proximité d'une des protoplanètes, aurait été catapulté dans ce qui est aujourd'hui la ceinture principale. Lutetia est la dernière rencontre de Rosetta avec une cible secondaire. Désormais, la sonde fait route vers sa destination finale, la comète Churyumov-Gerasimenko, un long voyage de 4 ans dans le vide de l'espace. Après avoir survolé Lutetia, Rosetta traverse totalement la ceinture d'astéroïdes sans encombre et sort du système solaire interne. En s'éloignant du Soleil, l'efficacité des panneaux solaires baisse progressivement, ce qui peut poser des problèmes pour la sonde et son atterrisseur, et leur système gourmand en énergie, surtout au-delà de l'orbite de Jupiter, à plus de 800 millions de kilomètres de notre étoile. Les Européens vont donc mettre Rosetta et Philae en hibernation. La commande envoyée depuis la Terre va désactiver la plupart des systèmes à l'exception du chauffage et de l'ordinateur de bord. De cette façon, les instruments seront maintenus à une température acceptable de fonctionnement et Rosetta pourra suivre un compte à rebours. Elle saura que le 10 janvier 2014 à 10h du matin heure de Paris, elle devra rallumer tous ses systèmes, pointer son antenne vers la Terre et envoyer un signal de réveil. En attendant, pour être stable, la sonde se place en rotation lente et s'endort lentement. Le contact
est rompu. À l'ESOC, le centre de contrôle de l'ESA à Darmstadt en Allemagne, les ingénieurs et les équipes scientifiques entrent dans une période de stress qui va durer près de 3 ans. Durant ces 3 années, la sonde va continuer sa route vers la comète par la simple inertie, et ils n'auront aucun moyen de savoir dans quel état elle se trouve, ni même si elle se réveillera de son hibernation. Si l'ordinateur tombe en panne, elle manquera son réveil et restera inerte. Si le chauffage ne fonctionne pas correctement, certains systèmes importants pourraient tomber en panne et compromettre également la mission. Pendant ces 3 ans donc, Rosetta devient une sonde de Schrödinger. Nous sommes le 10 janvier 2014 à Darmstadt. Cela fait plus de 31 mois que la sonde a émis son dernier signal et c'est désormais l'heure où elle doit reprendre vie. C'est 10 ans auparavant que Rosetta avait décollé de Kourou. Elle a survolé 3 fois la Terre, 1 fois Mars, a rencontré 2 astéroïdes et la voilà à encore 9 millions de kilomètres de sa comète cible. Elle en est au stade où sa position sur l'orbite la fait revenir progressivement vers le Soleil, elle comme la comète, ce qui va permettre désormais une alimentation suffisante venant des panneaux solaires. À 10 heures, la sonde stoppe sa rotation, les panneaux solaires sont orientés vers le Soleil et les viseurs d'étoiles font le point sur l'orientation de la sonde. Rosetta se tourne ensuite vers la Terre, son antenne à Huygens vise notre planète et envoie une confirmation de réveil. Toutes ces étapes durent plus de 7 heures. Pendant ce temps, à l'ESOC, toutes les équipes de la mission sont réunies, les yeux rués sur l'écran de signal. Tel un encéphalogramme, cette visualisation s'affiche plate sans signal, et si des données sont reçues, un pic s'affiche. Avec la distance de voyage du signal radio, on estime recevoir la confirmation de réveil entre 17h30 et 18h30 heure de Paris. Mais la star de la soirée se fait attendre. Finalement, à 18h17, après s'être assuré que tout va bien à bord, Rosetta va réaliser 10 poussées pour affiner sa trajectoire de mai à juillet 2004. Lentement mais sûrement, la comète devient plus proche et ses formes se révèlent. Le 14 juillet 2014, les Européens sont surpris par les images qu'ils reçoivent. À une distance de 12 000 km de la comète, Rosetta a pris une séquence de photos afin d'observer non seulement la forme, mais également la rotation de 67P. Les scientifiques sont très surpris par ces images. De façon inattendue, la comète est composée de 2 lobes joints par un cou de 800 mètres d'épaisseur, une forme qui amène à d'autres questions. La première, évidemment, est de comprendre pourquoi une telle forme, et la seconde, de savoir si elle pourrait se briser en 2 en approchant du Soleil, mettant en péril la mission. Ce n'est pas la première fois qu'une telle forme est observée néanmoins. En 2010, la sonde Deep Impact, en route vers la comète Tempel 1, survole une autre comète, 103P Hartley, à une distance de 700 km. À l'époque, le chef de projet de la mission le qualifiait de mélange entre une quille de bowling et un cornichon. Dans le cas de 67P, le premier qualificatif est canard. Bref, tous les instruments de la sonde commencent à étudier la comète sous tous ses aspects, allant du relief à la température en passant par la quantité d'eau. Rosetta va maintenant se rapprocher progressivement, mais sans pour autant se mettre en orbite. La masse de la comète étant infime, son attraction n'est pas suffisante pour pouvoir orbiter à haute altitude. De plus, la gravité, aussi insignifiante soit-elle, est très irrégulière à cause de la forme même de la comète. La sonde va donc faire des séries de manœuvres sous forme de triangle.
À partir de septembre et pendant 2 mois, les équipes scientifiques vont utiliser les clichés haute définition pour déterminer le meilleur site d'atterrissage pour Philae. Le terrain se révèle très accidenté et la composition du sol varie également, et il faut trouver un site qui soit intéressant scientifiquement tout en minimisant les risques d'accident. De plus, Philae ayant besoin d'alimentation électrique, le site doit être suffisamment éclairé par le Soleil malgré la rotation de la comète. Rosetta, désormais en réelle orbite fermée autour de 67P, livre des images de très haute résolution à très basse altitude, permettant de cartographier précisément chaque site et générer des images en 3 dimensions. Initialement, 10 sites d'atterrissage potentiels sont sélectionnés, puis le nombre se réduit à 5 après 2 jours de longues discussions entre les ingénieurs de vol et scientifiques. Ces négociations sont tendues puisqu'un camp est chargé de s'assurer de la réussite technique de la mission, tandis que l'autre essaie de maximiser les possibles résultats scientifiques. Finalement, à la mi-octobre, le site principal est choisi, le site J, avec un site secondaire si besoin. La date d'atterrissage est fixée au 12 novembre. Le site J est rebaptisé Agilkia, le nom de l'île abritant les temples de Philae, en Égypte. Ce choix est le résultat d'un concours de l'ESA. Parmi les 8000 idées envoyées, c'était un des noms les plus proposés par le public, mais un seul gagnant est désigné, en la personne d'Alexandre Broust. Le participant, professeur de mathématiques en France, se voit offrir une place aux premières loges pour assister à l'atterrissage depuis le centre de contrôle de Darmstadt. Le plan est en place. Philae sera largué à une altitude de 22,5 km et fera une descente de 7 heures vers Agilkia. Vu que la comète est en rotation, le petit atterrisseur commencera sa descente alors que le site est de l'autre côté de 67P. Ce rendez-vous implique donc des calculs extrêmement précis. La difficulté ne s'arrête pas là. La comète ayant une gravité infime, Philae risque de rebondir s'il ne s'agrippe pas fermement au sol. Le robot est donc muni de 2 harpons pour s'agripper au terrain, puis un propulseur pour le plaquer au sol, et enfin des vis sur ses 3 pattes pour terminer l'opération. Une fois au sol, bien arrimé à la comète, les 9 caméras de Concert vont réaliser un panorama de la surface et les expériences, dont le forage, pourront commencer. Mais l'inquiétude règne à la veille de l'opération. À cause de l'annulation de Champollion, Philae a eu moins de temps que Rosetta pour être conçu et testé, ce qui rend les chances de réussite moins fortes qu'on ne le voudrait. Malgré tout, le 12 novembre 2004, le robot se détache de Rosetta et commence sa descente. Il avance vers la comète à 19 cm par seconde et accélère progressivement sous l'effet de la gravité de 67P. Sur Terre, les ingénieurs ne peuvent qu'assister impuissants à l'opération, ne pouvant pas piloter en direct en raison du délai dans les communications. À 17h02, heure de Paris, ils reçoivent une confirmation d'atterrissage. En réalité, avec le temps de transmission, cela fait 28 minutes que Philae a touché la comète. Rosetta a photographié la descente de son compagnon et les données indiquent qu'il a touché 67P à seulement 112 mètres du centre de sa cible. Mais les images provenant de Philae font passer les ingénieurs de la joie à l'inquiétude. La caméra SIVA, à bord de l'atterrisseur, montre que celui-ci est encore en mouvement. La seule explication est qu'il a rebondi sur la surface, car les harpons et le propulseur n'ont pas fonctionné. La plus grande crainte est que Philae ait rebondi avec une énergie suffisante pour atteindre la vitesse de libération de la comète et se soit tout simplement perdu dans l'espace. Le contact est rompu pendant plus d'1 heure avant qu'enfin, Rosetta reçoive de nouveau des informations venant de Philae. L'atterrisseur est immobilisé. Lors de ces 3 rebonds, Philae a volé pendant presque 2 heures au-dessus de la comète avant de finalement se poser dans un lieu très escarpé. Si le contact entre Rosetta et son atterrisseur est possible par moment,
il est difficile de déterminer avec précision sa position sur la comète. Pire encore, les images de CONCERT montrent que Philae s'est posé en biais, dans une zone peu ensoleillée et entourée de parois abruptes. Cela compromet la durée de vie du robot, qui a peu de capacité dans ses batteries et a besoin de soleil pour alimenter ses systèmes. Néanmoins, 80% des expériences fonctionnent et permettent de recueillir de précieuses informations. Le lieu d'atterrissage final de Philae est baptisé Abydos. L'instrument Sésame détermine que le sol est dur et doit être éloigné de toute activité de dégazage. La température de surface est de -153 degrés et l'atmosphère est composée d'eau et de molécules organiques. Le 15 novembre, après 3 jours de données scientifiques envoyées à Rosetta, l'atterrisseur se met en hibernation en attendant de recevoir suffisamment d'énergie solaire. Grâce aux données de la surface et la télémétrie lors des contacts avec Rosetta, les équipes de l'ESA déterminent une position approximative de Philae. On estime alors que le Soleil illuminera suffisamment Abydos début mars 2015 et en attendant, les ingénieurs scrutent les pixels de chaque photo de Rosetta à la recherche du robot. En parallèle, les équipes scientifiques analysent les données reçues de Philae, mais aussi de la sonde qui va tourner autour de 67P pendant encore 2 ans. Changeant régulièrement d'altitude, ces instruments restent parfaitement fonctionnels et elles recueillent une quantité immense de données et d'images pour les scientifiques européens. Les passages les plus bas ont lieu en mars 2015, quand Rosetta passe à seulement 6 km de la surface. Mais au fur et à mesure que la comète approche du Soleil, celle-ci libère de plus en plus de glace. Cela crée un véritable nuage de fins flocons qui parasitent les viseurs d'étoiles de Rosetta. Totalement incapable de comprendre sa position et son attitude, la sonde se met en mode de sécurité et les instruments s'éteignent. Les ingénieurs parviennent à rétablir le bon fonctionnement de tous les systèmes et les opérations finissent rapidement par reprendre. Le contact ne sera jamais rétabli avec Philae. Alors qu'en juin 2015, de petits signaux semblent provenir de l'atterrisseur, l'Agence spatiale européenne redirige Rosetta au-dessus d'Abydos pour tenter d'obtenir un contact clair. En vain. Rosetta reprend donc ses trajectoires d'étude de la comète. En août 2015, la sonde photographie de nombreuses éjections de glace provenant de 67P. En 1 an et plusieurs millions de kilomètres parcourus dans le système solaire, Rosetta a pu suivre toute l'évolution de 67P, du froid de l'orbite jovienne jusqu'à la chaleur du Soleil approchant. L'activité de ce gros glaçon n'a fait que s'intensifier au fil des mois, éjectant jusqu'à 5000 tonnes d'eau par jour, filant à travers l'espace à plus de 2000 km/h. Cela oblige Rosetta à s'éloigner de sa comète à près de 200 km. Le 13 août, 67P atteint sa périhélie, soit la distance la plus proche de son orbite par rapport au Soleil. Elle se trouve à 1,24 unités astronomiques, soit à peine plus que la distance Terre-Soleil. Les éjections de matière sont d'une rare violence alors que l'intensité est à son maximum. Malgré les craintes de certains scientifiques, la comète ne se brise pas en deux et désormais, selon les lois de la mécanique orbitale, elle commence à s'éloigner progressivement du Soleil, toujours accompagnée de la sonde européenne, qui l'observe désormais à plus de 300 km de là. Début 2016, la comète continue à s'éloigner du Soleil. Même si Rosetta a l'objectif principal de réaliser ses observations scientifiques, les Européens veulent tout de même retrouver Philae. La sonde est manœuvrée pour prendre des clichés, un maximum, de la zone probable où le robot s'est échoué. L'orbiteur fait plusieurs passages bas, frôlant la surface à moins de 6 km à l'été 2016. Les résultats sont peu prometteurs et tout cela n'est pas aidé par les amas de poussière qui perturbent les instruments de navigation. Mais le 2 septembre 2016, après presque 2 ans sans nouvelles,
La sonde réussit à survoler Abydos à seulement 2,7 km de distance. 2 jours plus tard, Cecilia Tubiana, membre de l'équipe de la caméra Osiris, analyse les clichés du 2 septembre à son domicile. En augmentant le contraste sur une série de photos, son fils voit un objet. Philae vient d'être retrouvé. C'était la dernière chance pour Rosetta de réussir. En septembre, la comète est de nouveau à une grande distance du Soleil et les panneaux solaires vont de nouveau être insuffisants pour alimenter la sonde en énergie. La mettre en hibernation représenterait un risque non négligeable après plus de 12 ans de vol. L'Agence spatiale européenne décide donc de terminer pour de bon la mission, et en beauté. Le soir du 29 septembre, Rosetta débute une descente douce vers la comète depuis une altitude de 19 km. À la vitesse de seulement 30 cm par seconde, la cible est une zone nommée Ma'at, du nom de la déesse égyptienne de l'harmonie cosmique. Le lieu précis du crash est baptisé Saïs, ville d'origine présumée de la pierre de Rosette. Pendant 14 heures, Rosetta approche de la surface en étant légèrement accélérée par la fine gravité de la comète. Les caméras Osiris et Navcam ne ratent pas une miette de la descente. À Darmstadt, les équipes auront la confirmation de la fin de Rosetta quand le signal cessera d'être reçu et redeviendra plat. Finalement, dans les derniers instants de Rosetta, plusieurs instruments sont encore actifs et transmettent des données scientifiques. La dernière image prise par Osiris à 20 mètres du sol montre une partie de Saïs, son lieu de repos final. L'image est floue puisque la caméra n'a pas été calibrée pour une distance si proche. La fin de la mission s'accompagne d'une autre perte. 2 semaines après le crash volontaire de Rosetta, le co-découvreur de la comète, Klim Churyumov, décède d'un accident vasculaire cérébral à Kharkiv. Sa vie aura été dédiée à la science des comètes, mais aussi à l'éducation scientifique dans la région de Kiev. Attaché à la comète 67P, il aura été présent au lancement de Rosetta en Guyane et dans la salle de contrôle de Darmstadt à chaque grande étape de son voyage. Svetlana Gerasimenko, qui aura découvert 67P avec lui, vit toujours aujourd'hui et perpétue sa mémoire et l'incroyable périple de Rosetta et Philae. Les informations recueillies sur 67P par Rosetta et Philae sont nombreuses et, encore aujourd'hui, mènent à la publication de nombreux articles scientifiques. Au début de l'année 2015, l'analyse du rapport deutérium et hydrogène dans l'eau de la comète indique que la théorie selon laquelle l'eau terrestre viendrait des comètes ne tient pas. Au lieu de répondre à une question sur nos origines, cette découverte ne fait qu'épaissir ce mystère. Les analyses des clichés et les données des instruments tendent à renforcer l'hypothèse selon laquelle 67P serait le résultat de la collision de 2 comètes. Sa composition révèle la présence de composés organiques et du sulfure de fer. Elle éjecte dans sa chevelure des matériaux carbonés contenant du sodium, du magnésium, de l'acétone, du phosphore, de la glycine ou encore du calcium. Surtout, des gaz comme le dioxyde de carbone, de l'ammoniac et du méthane sont présents. Toutes ces briques élémentaires de la vie ne peuvent que renforcer l'idée selon laquelle les comètes auraient permis de développer la vie sur notre planète. Selon la théorie la plus communément admise, des comètes comme Chury auraient bombardé la Terre au long de sa formation lors d'un événement appelé bombardement tardif. Un nombre important de comètes aurait alors pénétré dans l'atmosphère, certaines de ces molécules élémentaires survivant et tombant, entre autres, dans les océans primitifs.
La mission Rosetta Philae, en plus d'être une des plus grandes réalisations spatiales de l'histoire, représente une avancée significative dans de nombreux domaines de la science, dont la biologie ou encore la géologie. Beaucoup de questions restent encore sans réponse et comme toujours avec la science, chaque réponse amène à de nouvelles questions. Quoi qu'il en soit, Rosetta et Philae auront fait avancer de façon significative la quête de nos origines. Désormais, la grande question est de savoir d'où provient l'eau de nos océans terrestres. La densité de deutérium-hydrogène de l'eau des comètes élimine ces dernières des potentiels responsables. D'autres candidats pourraient en être la cause, les astéroïdes. C'est une des raisons pour laquelle des missions ambitieuses comme Hayabusa et Osiris-Rex se sont élancées vers des astéroïdes dans le but de les étudier et de ramener des échantillons sur Terre. D'ici quelques années, nous pourrions alors identifier de façon définitive l'origine de l'eau des océans terrestres, ayant mené à l'émergence de la vie sur notre planète. Quant à Rosetta et Philae, ils reposent désormais sur Churyumov-Gerasimenko comme des témoins de la capacité des humains à relever des défis dans le simple but de répondre aux questions les plus fondamentales de leur existence. J'espère que ce documentaire vous aura plu. Il a été réalisé dans le cadre d'une plus longue série de documentaires sur les études de comètes, qui s'étalera au fil des prochains mois et des prochaines années sur la chaîne. Je tiens à remercier grandement Yaroslav Goubchenko de la société Full Dome Film Society, qui m'a autorisé à utiliser des images de leur film Rosetta, un film de planétarium sur la mission, qui est diffusé, entre autres, au planétarium de Vaux-en-Velin près de Lyon, et que je vous recommande chaudement. S'il vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, mettre un like, et si vous êtes vraiment généreux, vous pouvez aussi me faire un don sur ma page Utip. Bref, je vous dis à dans 2 semaines pour un nouvel épisode un peu plus lunaire. Ciao!